En route pour une réunion de famille, ma femme est devenue blême et a murmuré « Fais demi-tour, tout de suite ». J'étais abasourdi. Pourquoi? Fais demi-tour, s'il te plaît. Je lui ai fait confiance et ça nous a sauvés. Je n'ai plus jamais revu mes parents de la même façon. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait quand Belle a agrippé le volant comme si elle voulait l'étrangler. Mais honnêtement, j'étais juste content qu'elle conduise. Cette femme a un truc avec mon freinage. Elle dit, j'appuie dessus comme si j'essayais de propulser les enfants à travers le pare-brise. C'est normal, je suppose. Elle a toujours été la plus stable entre nous, celle qui anticipe 3 coups pendant que je cherche encore à quoi on joue. On est sur la route depuis environ 4 heures, peut-être 5 si on compte l'arrêt au stand où Lévi a décidé qu'il devait absolument faire pipi à la seconde où on a dépassé la dernière aire de repos sur 30 mètres. Un geste classique pour un enfant de 5 ans. Le GPS n'arrêtait pas de nous siffler de cette voix enjouée et agaçante, nous annonçant que nous n'étions qu'à quelques heures de la frontière canadienne. J'étais presque sûr que ce serait la réunion de famille la plus douloureuse et gênante de ces derniers temps. Ne vous méprenez pas, j'aime ma femme. Je suis fou d'elle depuis la fac, mais sa famille, c'est une toute autre histoire. Ses parents, Martin et Céleste, sont le genre de personnes qui sourient avec la bouche mais pas avec les yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Le genre de personnes qui semblent toujours vous jauger, cherchant à savoir ce que vous valez à leurs yeux. Et sa sœur Tessa, elle a ce don de transformer chaque conversation en une partie d'échecs dont on ignore les règles, et elle prépare déjà sa danse de la victoire. Mais Belle attendait ce voyage avec impatience depuis des semaines. Elle disait que ça faisait trop longtemps que les enfants n'avaient pas vu leurs grands-parents. Mika, notre fils de 10 ans, était assez grand pour se souvenir de la dernière visite. Comment son grand-père Martin avait passé son temps à parler de ses nouveaux clubs de golf, ignorant complètement ses tentatives de montrer ses dernières cartes Pokémon. Zoé, notre petite pétillante de 7 ans, ne semblait pas s'en soucier. Elle était juste excitée à l'idée de profiter des piscines d'hôtel et des glaces servies en chambre. Et Lévi, lui, avait 5 ans. Tant qu'il y avait des encas et quelqu'un prêt à lui lire des histoires de dinosaures, il était parfait. La banquette arrière était un véritable désastre, crackers poisson rouge, briques de jus et ces petits coussins de voyage qui ne mettent jamais personne à l'aise. Mika était affalé contre la vitre avec sa Nintendo Switch, complètement absorbé par le monde 8 bits qu'il était en train de conquérir. Zoé avait finalement sombré après avoir passé la première heure de route à demander « On est arrivé ?» Toutes les 12 minutes, comme une horloge, Lévi faisait ce truc des enfants, ils ne sont pas tout à fait endormis, mais pas tout à fait réveillés non plus. Il flottait comme un flotteur dans cet espace intermédiaire paisible. Je laissais mon esprit vagabonder, pensant à tout ce que j'aurais à gérer une fois sur place. Les conversations forcées sur mon travail que Martin ne semblait jamais vraiment comprendre. La façon dont Céleste me tapotait le bras et me demandait si j'étais au courant, sur ce ton qui laissait entendre qu'elle pensait que je ne l'étais probablement pas. Le moment inévitable où quelqu'un abordait la question politique et où je devais me mordre la langue si fort que j'enseignais probablement. Et la nourriture. Seigneur. La nourriture. Ces gens pouvaient prendre un barbecue parfaitement bon et lui donner un goût de carton. Je me préparais déjà mentalement à la fameuse salade de pommes de terre de Céleste, qui avait le goût de mayonnaise mêlée de tristesse et qui avait fini. Mais bon, c'est la famille, non? On sourit, on hoche la tête, on mange cette horrible salade de pommes de terre, et on serre dans ses bras des gens qu'on connaît à peine, parce que c'est notre métier. J'en étais probablement à ma 3e répétition mentale de Small Talk Topic quand l'atmosphère de Belle a complètement changé. Enfin, complètement changé. Un instant, elle fredonnait une chanson pop à la radio en tapotant le volant, et l'instant d'après, on aurait dit qu'elle avait vu un fantôme. Son visage s'était vidé de ses couleurs, et je jurais que la température dans la voiture avait chuté de 10 degrés. Fais demi-tour. Ces mots étaient à peine plus qu'un murmure, mais ils m'ont frappé comme une claque. Je me suis retourné pour la regarder, me demandant si j'avais mal entendu. Son regard était rivé sur la route. Mais il y avait quelque chose en lui que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de colère, pas de peur, exactement, quelque chose de pire, quelque chose qui me serrait l'estomac. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que dire d'autre quand sa femme veut soudainement abandonner une réunion de famille que l'on prépare depuis des mois? S'il te plaît, fais demi-tour. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Et c'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'embouteillage, d'une valise oubliée ou de l'une des raisons habituelles pour lesquelles on fait demi-tour en voyage. Je n'ai pas discuté, je ne pouvais pas vraiment.
En 15 ans de mariage, j'avais appris à faire confiance à l'instinct de Belle. Quand elle a eu ce regard, quand sa voix a pris cette tournure, c'était que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai repéré un panneau de sortie plus loin et j'ai commencé à me déplacer sur la voie de droite, en réfléchissant à toutes les possibilités. Quelqu'un n'avait-il appelé? Y avait-il une urgence à la maison? Est-ce qu'il était arrivé quelque chose à l'un de nos parents? Les enfants ont commencé à s'agiter lorsque j'ai pris la sortie. Zoé a levé la tête et a cligné des yeux, confuse. On est arrivé? A-t-elle marmonné. On a oublié quelque chose. Belle a dit rapidement, la voix plus ferme maintenant, mais toujours tendue. On doit retourner le chercher. Mika a levé les yeux de son jeu. Que avons-nous fait? Oublié? Juste quelque chose d'important, dit-elle, et je l'entendis s'efforcer de calmer sa voix pour eux. T'inquiète pas, mon pote. On trouvera une solution. Mais je m'en faisais beaucoup, car depuis toutes ces années que je connaissais Belle, elle n'avait jamais rien oublié d'important. Cette femme planifiait ses courses comme des opérations militaires. Elle avait des plans B pour ses plans B. Elle n'oubliait pas des choses comme ça, surtout pas des choses assez importantes pour annuler un voyage de 5 heures à seulement 2 heures de notre destination. Alors que je reprenais l'autoroute en direction du sud, je n'arrêtais pas de la regarder, essayant de déchiffrer son visage, mais elle regardait droit devant. Chose de réel ici en Caroline du Nord. Quelque chose qui nous appartenait, et non aux attentes ou aux manipulations de quelqu'un d'autre ou aux idées tordues sur la loyauté de la famille. Mika s'épanouissait d'une manière qui m'a encore étonné. L'enfant qui était calme et retiré autour de ses grands-parents était désormais suffisamment confiant pour se présenter au conseil étudiant et capitaine de son équipe de robotique. Il avait grandi 3 au cours de la dernière année et a découvert qu'il était en fait assez bon en basketball, ce qui a été un choc pour tout le monde, car ni Belle ni moi n'avaient aucune capacité athlétique. Zoé était devenu le directeur social non officiel du quartier, l'organisation de matchs de kickball et des défilés de vélo et des talents impromptus qui impliquaient généralement trop de paillettes et au moins une blessure mineure. Elle était intrépide d'une manière qui a fait gonfler mon cœur et mon anxiété augmente simultanément. Le mois dernier, elle avait annoncé qu'elle voulait être soit une vétérinaire ou une joueuse de football professionnelle, selon celle qui paie le mieux. Lévi était devenu notre petit philosophe, l'enfant qui a posé des questions comme « Pourquoi certaines personnes choisissent-elles d'être méchantes quand être gentilles est plus facile ?» Et si quelqu'un vous fait mal aux sentiments, mais dit ensuite « Désolé, devez-vous leur pardonner ?» Des questions intelligentes qui m'ont fait réaliser qu'il traitait plus sur notre situation familiale que nous ne lui avions accordé le crédit. Belle avait été promue 2 fois à son travail et dirigeait maintenant une équipe de personnes qui écoutaient ses idées au lieu de les rejeter. Elle avait recommencé à courir, ce qu'elle avait abandonné il y a des années lorsque le stress de traiter avec sa famille l'avait laissé trop épuisé pour faire de l'exercice. Maintenant, elle s'est levée au début de 3 matins par semaine et a suivi les sentiers qui ont traversé la forêt derrière notre quartier, rentrant à la maison sous Drisation au lieu de l'édouement. Les enfants avaient cessé de poser des questions sur leurs grands-parents vers 6 mois. Pas parce que je leur ai dit, mais parce que la vie s'était tellement améliorée sans ce sous-courant constant de tension et de manipulation qu'ils avaient apparemment oublié ce qui leur manquait. Rappelez-vous comment il agissait après avoir rendu visite à maman et papa? Belle a demandé un soir lorsque nous parlions des changements que nous avions remarqués, à quel point ils obtiendraient des jours après. Je me suis souvenu des effondrements, du comportement régressif, de la façon dont les 3 enfants semblent instables pendant une semaine après avoir passé du temps avec Martin et Céleste. À l'époque, nous l'avons fait couler jusqu'à la stimulation ou trop de sucre ou simplement la normale des voyages. Maintenant, j'ai réalisé que leur petit système nerveux avait essayé de traiter la manipulation émotionnelle à laquelle ils avaient été soumis. Environ 8 mois après notre déménagement, un cousin dont je me souvenais à peine a essayé de culpabilité nous faire trébucher par un message Facebook. La famille compte, a-t-il écrit. Vous ne pouvez pas simplement abandonner les gens quand ils ont le plus besoin de vous. J'ai montré le message à Belle et elle a juste ri. En fait, ri. Tu sais quoi? Elle a dit, il a raison. La famille compte. La vraie famille, le genre qui n'utilise pas les enfants comme mules de drogue ou de mensonges dans les écoles ou essaie d'acheter la fidélité avec des jouets coûteux. Elle parlait de Jake et Sarah qui a conduit 2 heures juste pour regarder le match de football de Zoé le week-end dernier. De mes parents qui vidéo ont appelé tous les dimanches qui nous ont amené des casés pour les enfants lorsque Belle a eu la grippe et la grippe qui a été amenée à faire des pâtes quand Belle a eu la grippe et le professeur qui a été soulevé de Mika lorsque Belle a eu la grippe et le professeur qui a séjourné après avoir aidé à faire des pâtes à faire lorsque Belle avec un projet avec lequel il était en difficulté.
Nous l'avons finalement trouvé. Je me demande cette ligne que nous avons abordé la décision de couper tous les contacts, de refuser toute aide, de fermer la porte si complètement qu'il n'y a aucun moyen de le revenir. Sommes-nous allés trop loin? L'avons-nous géré exactement? Ou aurions-nous dû aller encore plus loin? Fait quelque chose de plus pour protéger les autres familles du genre de personnes qui utilisent des enfants comme pions dans leurs jeux égoïstes? Je ne sais pas. Peut-être que je ne le saurai jamais, mais je le sais. Mes enfants dorment paisiblement dans leur lit tous les soirs, en sachant que les adultes de leur vie les protégeront des dommages au lieu de les exposer. Ils nous font entièrement confiance parce que nous avons prouvé que leur sécurité est plus importante que la commodité ou les désirs ou la définition tordue de la fidélité à la famille. Et à la fin, cette paix absolue inébranlable vaut plus que toute relation que nous avons perdue en cours de route. Elle, la mâchoire serrée, ce qui signifiait qu'elle réfléchissait intensément à quelque chose qu'elle ne voulait pas encore partager. Les enfants se sont replongés dans leur coma automobile, acceptant le changement de plan avec cette facilité d'adaptation qui me faisait les aimer encore plus. J'aurais voulu insister pour exiger une explication, mais quelque chose me disait d'attendre. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il en soit de ce qui l'avait effrayée à ce point, elle me le dirait quand elle serait prête. C'était toujours le cas. C'était ça, Belle. Elle prenait peut-être son temps à assimiler, mais elle ne me laissait jamais dans le flou bien longtemps. Pourtant, à mesure que les bornes kilométriques défilaient et que nous nous éloignions de plus en plus de ce qui était censé être notre destination du week-end, je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose de fondamental venait de basculer, que la décision de faire demi-tour, quelle qu'en soit la cause, allait tout changer. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais raison. Le silence dans la voiture me tuait. Je jetais des coups d'œil furtifs à Belle, attendant une explication, mais elle restait assise là, les yeux rivés sur la route comme si elle contenait toutes les réponses de l'univers. Ses jointures étaient blanches là où elle serrait son téléphone, et je voyais sa mâchoire se contracter comme si elle mâchait des mots qu'elle n'arrivait pas à articuler. « Maman, où allons-nous » intervint Mika depuis la banquette arrière, levant enfin les yeux de son jeu. Cet enfant avait ce sixième sens que tous les enfants semblent développer. La capacité de flairer les bizarreries des adultes à des kilomètres à la ronde. On fait juste un petit détour. « Ma chérie », dit Belle, et je devais lui rendre hommage pour avoir gardé une voix posée. On sera bientôt à la maison. Mais qu'en est-il de grand-mère et grand-père? Intervint Zoé en se frottant les yeux. Je voulais voir leur nouvelle piscine. Peut-être une autre fois, ma puce. Lévi, béni soit son cœur d'enfant de 5 ans, était complètement inconscient de la tension qui régnait dans la voiture. Il était occupé à faire en sorte que ses figurines et ce qui semblait être une bataille royale épique sur la banquette arrière, avec des effets sonores qui auraient fait la fierté d'un bruiteur hollywoodien. 20 minutes passèrent, puis 10 autres. J'étais sur le point de perdre la tête quand Belle prit enfin la parole. « Prends ce chemin de terre, dit-elle en désignant ce qui ressemblait à un sentier à peine plus grand que des pins. Brie, qu'est-ce que c'est? S'il te plaît. Le mot était sec, désespéré. Fais-moi juste confiance, s'il te plaît. Alors, je me suis retourné. La voiture a cahoté et a dévalé ce qui, j'en suis presque sûr, était conçu à l'origine pour des camions forestiers, et non pour des berlines familiales. Des branches raclaient les vitres, et je grimaçais à chaque fois. J'entendis la peinture se rayer. Mais Belle continua de me montrer du doigt jusqu'à ce que nous atteignions une petite clairière où je pus enfin faire demi-tour. C'est bien, dit-elle en détachant sa ceinture. Éteins-la. Les enfants commencèrent aussitôt à protester. Ils voulaient savoir pourquoi nous nous étions arrêtés au milieu de nulle part. Pourquoi ils ne pouvaient pas sortir et explorer, pourquoi tout semblait si étrange et anormal. Belle les gérait comme une pro, promettant des collations et du temps d'écran supplémentaire s'il restait quelques minutes. Viens avec moi, me dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je la suivis jusqu'à l'arrière de la voiture, l'estomac noué par les possibilités. Quelqu'un était-il mort? Était-elle malade? Avait-elle caché un terrible secret pendant tout ce temps? J'imaginais les pires scénarios lorsqu'elle ouvrit le coffre. Il était là, le sac de sport rouge. J'avais complètement oublié ce satané truc. Pour être honnête, ce matin-là me semblait une éternité maintenant. Mais je voyais encore Martin le sortir de leur garage avec ce sourire d'excuse qu'il arborait chaque fois qu'il y allait déranger quelqu'un. Désolé, les enfants, avait-il dit en grognant en le soulevant. Ça ne rentrera pas dans notre voiture avec toutes les valises de Céleste. Ça ne vous dérange pas de le prendre pour nous, n'est-ce pas?
Ça avait semblé raisonnable sur le moment. Ça avait semblé carrément convivial. Ils arrivaient en avion plus tard dans l'après-midi. On roulait. On avait la place. Pas grave, non. On l'a juste jeté avec notre glacière et les sacs à dos des enfants sans même y penser. Maintenant, debout au milieu de nulle part, avec ma femme qui avait l'air sur le point de vomir, ce sac rouge avait l'air sinistre comme tout. Ouvre-le, avait dit Belle. Quoi? Ouvre-le, s'il te plaît. Mes mains tremblaient en ouvrant le compartiment principal. Au début, tout avait l'air normal. Des vêtements surtout. Quelques trousses de toilette. Le genre de truc qu'on s'attend à trouver dans les bagages de n'importe qui. Mais ensuite, Belle a tendu la main et a sorti une des trousses de toilette, une chose en toile noire qui ressemblait exactement à celle que je gardais. Mon rasoir et ma brosse à dents. Elle l'ouvrit. Bon sang. Les mots me sont sortis de la bouche avant que je puisse les retenir. À l'intérieur du sac se trouvaient des sachets, petits, scellés, qui n'étaient clairement pas des produits de toilette. Ils étaient emballés hermétiquement dans du plastique, et même si je n'avais jamais rien vu de tel de près, je savais exactement ce que je voyais. Bon sang, Belle. Bon sang. J'avais les jambes faibles. Je me suis agrippé à la voiture pour me soutenir, l'esprit vacillant. Ça ne pouvait pas arriver. Ça ne pouvait pas arriver. Martin et Céleste. Les gens qui envoyaient des cartes de Noël avec des photos de pulls assortis. Les gens qui se plaignaient que leurs voisins mettaient la musique trop fort le week-end. Comment le saviez-vous? Ai-je réussi à demander. Le visage de Belle était pâle, mais sa voix était maintenant assurée. Je les ai entendus au téléphone ce matin. Avant de partir, je prenais un café dans la cuisine, et Martin était dans le salon en train de parler à quelqu'un. Il a parlé du colis, du passage de la frontière et du fait qu'il ne soupçonnerait jamais une voiture familiale. Les pièces du puzzle ont commencé à se mettre en place avec une clarté écœurante. L'invitation de dernière minute à les retrouvailles. L'insistance pour qu'on prenne la voiture plutôt que l'avion. La désinvolture avec laquelle ils nous avaient tendu le sac comme si de rien n'était. Ils se sont servis de nous, dis-je, les mots ayant un goût d'acide dans la bouche. Ils se sont servis de nos enfants. Belle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Ils ont fait de nous des passeurs de drogue. Ils ont mis nos enfants en danger pour sauver leur peau. J'avais envie de frapper quelque chose. J'avais envie de crier. J'avais envie de rentrer directement chez eux et de fourrer ce sac dans la gorge de Martin. Mais surtout, j'étais juste malade. Malade, effrayé et terriblement reconnaissant que ma femme ait été assez intelligente pour écouter son instinct. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, demandai-je. Belle s'essuya les yeux et me regarda avec cette détermination farouche dont j'étais tombé amoureux il y a des années. On ramène nos enfants sains et saufs à la maison, puis on trouvera un moyen de faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Au loin, j'entendais Lévi demander à Mika si on était perdu. Leur voix semblait si innocente, si confiante. Ils n'avaient aucune idée de la proximité. J'avais l'impression d'être impliqué dans quelque chose qui aurait pu détruire toute notre famille. J'ai refermé le sac, les mains encore tremblantes. Quoi qu'il advienne, nous l'affronterions ensemble. Mais d'abord, il fallait s'éloigner le plus possible de ce cauchemar. Ce soir-là, après être rentré à la maison et avoir installé les enfants autour d'une pizza et d'un marathon de films, Belle a finalement craqué et m'a tout raconté. Nous étions assis sur notre véranda, partageant une bouteille de vin dont nous avions absolument besoin après notre journée passée, et elle s'est mise à parler comme si un barrage avait cédé et que 15 années de frustration avaient déferlé d'un coup. Il faut que tu comprennes, a-t-elle dit en fixant la clôture de nos voisins comme si elle détenait les secrets de l'univers. Mes parents ne se sont jamais souciés de quoi que ce soit de réel, pas une seule fois de ma vie. J'avais toujours su que Martin et Céleste étaient difficiles. Mais entendre Belle tout expliquer, détail par détail, m'a fait réaliser que je n'avais vu que la partie émergée de l'iceberg. Ces gens étaient obsédés par les apparences, bien au-delà de la simple vanité. C'était comme ils avaient passé toute leur vie à faire croire aux autres qu'ils étaient ce qu'ils n'étaient absolument pas. Tu te souviens de leur maison, demanda Belle en buvant une longue gorgée de vin. Cette pelouse parfaite, les meubles de jardin assortis, le garage pour 3 voitures. J'ai hoché la tête. L'endroit avait toujours l'air tout droit sorti d'un magazine de bricolage. Chaque brin d'herbe était parfaitement taillé, chaque parterre de fleurs aux couleurs assorties, rien ne dépareillait. Il croule sous les dettes, dit-elle. Depuis des années. Les meubles sont financés,
les voitures, du moins avec des mensualités qu'ils arrivent à peine à honorer. La maison elle-même. Ils ont 3 mois de retard sur leur prêt immobilier, mais Dieu nous préserve que les voisins ne la prennent. Elle me racontait les matins de Noël de son enfance, comment ses parents devenaient fous à acheter des cadeaux hors de prix juste pour pouvoir poster sur les réseaux sociaux des photos de leurs enfants entourés de papiers cadeaux et de jouets fantaisie. Peu importe qu'ils passent de janvier à novembre à se disputer pour des questions d'argent. Peu importe que l'électricité ait été coupée 2 fois un hiver parce qu'ils avaient explosé leur budget pour l'apparence. Ils nous ont appris que l'image était primordiale. Belle continua, sa voix. Devenir amère. Peu importait qu'on soit heureuse, en bonne santé ou qu'on apprenne quelque chose d'utile. Ce qui comptait, c'était de ressembler à la famille parfaite aux yeux de ceux qui se fichaient de nous. Bref, c'est là qu'elle a commencé à parler de Tessa. Et soudain, beaucoup de choses se sont mises en place. Je m'étais toujours demandé pourquoi il y avait tant de tension entre les sœurs. Elles se ressemblaient. Elles avaient grandi dans la même maison, mais elles étaient comme l'huile et l'eau dès qu'elles étaient dans la même pièce. Tessa a compris le jeu très tôt, expliqua Belle. Elle a appris à jouer leur petit numéro à la perfection. Elle disait toujours les bonnes choses, sortait avec les bons garçons, choisissait une carrière qui paraissait impressionnante lors des dîners. Elle était leur enfant chéri parce qu'elle y croyait complètement. Je me souvenais de la dernière réunion de famille à laquelle nous avions assisté, regardant Tessa faire le show comme une politicienne en campagne. Elle avait cette façon de ramener chaque conversation à elle tout en donnant à l'autre le sentiment d'être la chose la plus importante au monde. C'était impressionnant et flippant à la fois. Et moi? Belle rit, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. J'étais la déception. Trop sérieuse, trop prudente, trop ennuyeuse. En fait, je me souciais de choses comme payer les factures à temps et dire la vérité. On me présentait aux gens comme leur fille pragmatique. Comme si c'était un défaut de caractère. Elle m'a parlé de bulletins scolaires ignorés s'ils n'étaient pas parfaits. De pièces de théâtre à l'école où ses parents passaient leur temps à discuter avec d'autres adultes au lieu de la regarder jouer. Du jour de la remise des diplômes où il se souciait plus d'obtenir les bonnes photos pour Facebook que de célébrer ses réussites. C'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi, a-t-elle dit en me serrant la main. Tu as été la première personne à vraiment m'apprécier pour ma prudence et mon sens des responsabilités. Tu ne trouvais pas ennuyeux que je fasse des listes et que je m'inquiète pour notre avenir. Tu trouvais ça attirant. Je trouvais ça attirant. Je le trouve toujours. Dans un monde peuplé de gens qui vivent l'instant présent et s'inquiètent des conséquences plus tard, Belle était comme trouver un terrain d'entente. C'était elle qui se souvenait de vérifier que toutes les portes étaient verrouillées avant de se coucher. Qui rangeait nos papiers d'assurance et étiquetait nos dossiers. Qui lisait vraiment ils n'ont jamais compris pourquoi tu voulais m'épouser, dit-elle. Maman m'a même demandé un jour si j'étais sûr que tu ne te contentais pas de te contenter de ça. L'idée que quelqu'un puisse réellement préférer la stabilité au drame lui était totalement étrangère. Mais voilà ce que je commençais à comprendre, les prétendues qualités ennuyeuses de Belle n'étaient pas des défauts de personnalité. C'étaient des techniques de survie. Ayant grandi dans une maison où l'image comptait plus que la vérité, où la sécurité financière était constamment sacrifiée au nom des apparences, elle avait appris à valoriser les choses qui comptaient vraiment. La vraie sécurité, des relations honnêtes, prendre des décisions en fonction de ce qui était juste, et non de ce qui paraissait bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui est arrivé, dit-elle doucement. C'est pour ça que j'ai su que quelque chose n'allait pas à la seconde où j'ai entendu papa au téléphone. Parce que j'ai passé toute ma vie à les regarder choisir le mensonge facile plutôt que la dure vérité. Et j'ai finalement compris qu'il ne changerait jamais. Elle marqua une pause, faisant tourner le vin dans son verre. Ils ont élevé Tessa pour qu'elle soit comme eux, tout en clinquant et sans substance. Mais ils m'ont involontairement appris à voir clair dans leur jeu. Et une fois qu'on l'a vu, on ne peut plus le déjouer. Avec le recul, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris à quoi nous étions confrontés. Il ne s'agissait pas d'une mauvaise décision ou d'un manque de jugement passager. Il s'agissait de personnes qui avaient construit toute leur vie autour de ce qu'elles n'étaient pas et qui étaient prêtes à tout sacrifier, y compris leurs propres petits-enfants, pour conserver cette apparence. La femme que j'ai épousée n'était pas leur déception. Elle était leur plus grande menace, car elle représentait tout ce qu'ils avaient fui pendant des décennies, l'honnêteté, l'intégrité et le courage de choisir le bien plutôt que la facilité. L'appel est arrivé un mardi soir de mars, pile au moment où nous préparions les enfants pour le coucher. Le téléphone de Belle a craqué et j'ai vu son visage changer à la seconde où elle a regardé l'écran.
C'était Tessa, ce qui n'a jamais été de bon augure. Ces deux sœurs avaient perfectionné l'art de rester des mois sans se parler. Alors, quand Tessa décrochait, c'était généralement parce qu'elle voulait quelque chose. « Salut, Tess », répondit Bellel, avec ce ton prudent qu'elle avait toujours avec sa famille. La même voix qu'elle aurait si celle de Tessa avait cette fausse douceur qu'elle affichait lorsqu'elle s'apprêtait à demander un service. Tout en miel et en légèreté, comme du beurre qui ne fondait pas dans sa bouche. Oh, vous savez comment sont les enfants à cet âge-là. J'ai entendu Tessa dire, tellement sensible, si facilement influencée par les mauvaises personnes. C'était son truc. Elle ne disait jamais ce qu'elle voulait. Elle tournait autour du pot pendant 20 minutes, lançant des allusions et préparant sa grande demande comme si elle posait des dominos. Belle m'a raconté un jour que, même enfant, Tessa passait 1 heure à expliquer pourquoi elle méritait un dessert supplémentaire au lieu de simplement le demander. Le temps que j'installe Lévi et que je revienne dans notre chambre, Belle était assise au bord du lit, la tête entre les mains. Le téléphone était sur la table de nuit et on aurait dit qu'on venait de lui annoncer que notre maison était en feu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» j'ai demandé en m'asseyant à côté d'elle. « Oh, elle a des problèmes à l'école », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Problèmes scolaires, problèmes sociaux, tout le tralala. » Tessa dit qu'il devrait être transféré dans une école privée spécialisée pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage. Ça ne me semblait pas terrible. Oliver était le fils de Tessa, il avait 8 ans, un gentil garçon d'après mes souvenirs, même si je ne l'avais pas beaucoup vu au fil des ans. S'il avait besoin d'aide supplémentaire, pourquoi ne lui en trouverait-il pas? Alors, quel est le problème? Ai-je demandé. Belle m'a finalement regardé, et j'ai lu quelque chose dans ses yeux. Je n'aimais pas ce regard emprisonné qu'elle avait dès que sa famille était impliquée. L'école coûte 35 000 $ par an, a-t-elle dit, rien que pour les frais de scolarité. Ça n'inclut pas les livres, les uniformes, les sorties scolaires, ni rien de ce genre. J'ai sifflé doucement. C'était plus que ce que certains gagnaient en 1 an. Bon sang, qu'ont dit Tessa et David à ce sujet? C'est ça le problème, a dit Belle, la voix de plus en plus basse. Ils peuvent payer les frais de scolarité mensuels s'ils étirent leur budget au maximum. Mais ils ont besoin de 15 000 $ d'avance pour la compte et les frais du premier semestre. Ils n'en ont pas. Et voilà. La vraie raison de l'appel. Elle veut qu'on l'aide avec l'argent. J'ai dit que ce n'était pas une question. Belle a hoché la tête, lamentablement. Elle m'a fait tout un discours sur l'unité familiale, les difficultés d'Oliver et le fait que cette école pourrait changer son avenir. Elle a donné l'impression qu'on serait des monstres si on refusait. J'ai parfaitement imaginé la conversation. Tessa avait probablement enchaîné les mots, parlant de l'estime de soi d'Oliver, de son potentiel, de la chance qu'il avait d'obtenir l'aide dont il avait besoin. Elle était douée pour ça, faisant passer tout pour une question de vie ou de mort, alors qu'en réalité, elle voulait dire « je veux quelque chose et je vais te culpabiliser jusqu'à ce que tu me le donnes ». Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'on y réfléchirait, a dit Riel. Mais elle veut une réponse d'ici vendredi. L'école a une liste d'attente et apparemment, cette place ne restera pas ouverte indéfiniment. Bien sûr, ils avaient besoin d'une réponse pour vendredi. Il y a toujours une date butoir artificielle avec des gens comme Tessa. Il y a toujours une raison pour laquelle on ne peut pas prendre le temps de bien réfléchir. Les jours suivants, j'ai vu ma femme se déchirer face à cette décision. Elle avait toujours été la personne responsable de sa famille, celle qui payait ses factures à temps, qui économisait pour les urgences, qui réfléchissait vraiment aux conséquences avant de prendre des décisions importantes. Mais cette responsabilité avait un prix. Cela signifiait que tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit le filet de sécurité lorsque leur propre mauvais choix les rattraperait. Ce n'est pas vraiment une question d'argent, m'a-t-elle dit un soir, alors que nous étions au lit. Enfin, si, mais ce n'est pas le cas. On pourrait probablement s'en sortir en piochant dans notre fonds d'urgence et en réduisant certaines dépenses. Mais je l'ai incité à le faire, mais ça ne s'arrêtera pas là, a-t-elle dit. Tu sais, ça ne s'arrêtera pas là. Si on leur donne 15 000 $ maintenant, que se passera-t-il l'année prochaine, lorsqu'ils auront besoin de 15 000 $ supplémentaires, ou l'année d'après? Et que se passera-t-il si Tessa décide qu'Oliver a besoin de soutien scolaire, d'équipements spécialisés ou de toute autre chose coûteuse qui, selon elle, réglera tous les problèmes? Elle avait raison, et nous le savions tous les deux. Il ne s'agissait pas vraiment d'aider un enfant en difficulté. Il s'agissait de perpétuer un schéma qui perdurait depuis des années. Tessa et son mari David vivaient au-dessus de leurs moyens,
car ils savaient que quelqu'un les tirerait toujours d'affaire. Et ce quelqu'un, c'était généralement Belle. De plus, Belle continua, je n'arrête pas de penser à nos enfants. On a économisé pour les études de Mika, pour les rendez-vous chez l'orthodontiste de Zoé l'année prochaine, pour tout ce qui nous attend. Est-ce juste qu'ils dépensent nos économies d'urgence pour l'école privée de leurs cousins? Plus on en parlait, plus la bonne réponse devenait évidente. Ce n'était pas facile, et ce n'était certainement pas populaire, mais c'était juste. Belle a rappelé Tessa jeudi soir. Je suis désolée, dit-elle d'une voix ferme malgré ses mains tremblantes. On ne peut pas t'aider pour l'argent. On ne peut tout simplement pas faire ça maintenant. La réaction fut immédiate et brutale. Tessa passa de douce et compréhensive à froide et accusatrice en 2 secondes chrono. Elle rappela toutes les faveurs que Belle avait rendues à la famille. Chaque fois qu'elle avait été là quand les autres ne l'étaient pas, et qu'elle avait tout déformé pour prouver que c'était son devoir. Je croyais que la famille comptait pour toi, dit Tessa, la voix pleine de déception. Oui, si, répondit Belle. C'est exactement pour ça que je ne peux pas faire ça. Après avoir raccroché, Belle a pleuré pendant une dizaine de minutes. Non pas parce qu'elle regrettait sa décision, mais parce que dire non à sa famille avait toujours été la chose la plus difficile au monde pour elle. Tu as bien fait, lui ai-je dit en la serrant contre moi. Je sais, a-t-elle murmuré. Mais ça ne me fait pas du bien. En une semaine, le silence a commencé. Plus de textos aléatoires de sa mère. Plus de photos de dîners de famille auxquels nous n'étions de toute façon pas invités. Rien à voir avec le fait que nous avions été complètement effacés de la famille. Ce silence a duré 4 mois. Des mois de paix, en fait, jusqu'à ce que Martin appelle soudain pour annoncer une réunion de famille, comment ils avaient tout compris et combien nous leur manquions. Avec le recul, j'aurais dû me douter que la réconciliation était trop facile, trop commode. Les gens comme Martin et Céleste ne pardonnent pas et n'oublient pas simplement quand on ne respecte pas leurs règles. Ils trouvent juste un autre moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. Le trajet de retour chez Martin et Céleste m'a semblé être les 2 heures les plus longues de ma vie. Les enfants s'étaient finalement écrasés sur la banquette arrière, épuisés par le choc émotionnel de la journée, et le silence dans la voiture était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Belle gardait les yeux rivés sur la route, mais je voyais sa mâchoire se contracter. Voir la façon dont ses doigts agrippaient fermement le volant, comme si elle essayait de se retenir de s'effondrer. Je regardais sans cesse ce satané sac rouge dans le rétroviseur. Et chaque fois, j'avais l'estomac noué. Comment diable en étions-nous arrivés là? Comment 2 personnes en qui nous avions confiance? Des personnes que nous avions laissées entrer chez nous. Des personnes que nous avions guidées autour de nos enfants. Comment avaient-ils pu faire de nous les complices involontaires de leurs machinations malsaines? On devrait appeler la police, ai-je dit pour la 3e fois en 1 heure. Pas encore, a répondu Belle, comme les 2 premières fois. Pas avec les enfants ici. Pas avant de trouver comment gérer ça sans détruire leur vie au passage. Elle avait raison. Bien sûr, elle avait toujours raison sur ce genre de choses. La dernière chose dont Mika, Zoé et Lévi avaient besoin, c'était de voir leurs parents se faire arrêter pour trafic de drogue. Ils étaient trop jeunes pour comprendre que nous l'ignorions, trop jeunes pour admettre que leurs grands-parents les avaient utilisés comme couverture pour un acte aussi fondamentalement répréhensible. Mais rentrer chez nous, en portant ce sac comme une bombe à retardement toxique, nous semblait la chose la plus dangereuse que nous ayons jamais faite. Et si Martin et Céleste n'étaient pas là? Et si quelqu'un d'autre était là? Et si leurs collègues nous attendaient, attendant une livraison censée avoir déjà traversé une frontière internationale? Ils seront là, dit Belle, lisant dans mes pensées comme toujours. Ils sont probablement en train de faire les 100 pas dans le salon, se demandant pourquoi nous ne les avons pas appelés pour leur dire que nous avions traversé la frontière sans encombre. L'ironie aurait été drôle si la situation n'avait pas été aussi terrifiante. Nous roulions vers ceux-là même qui avaient mis toute notre famille en danger, car rendre leur contrebande nous semblait plus sûr que de la garder en notre possession 1 minute de plus. Lorsque nous sommes enfin arrivés dans leur allée, la lumière du porche était allumée, comme toujours. La maison était exactement la même que ce matin-là, lorsque nous avions chargé la voiture et pris la route pour ce qui devait être un agréable week-end en famille. Même pelouse impeccable, même mobilier de jardin assorti, même fausse pierre devant la porte d'entrée qui cachait le double des clés. Cette fausse pierre, je l'avais toujours trouvée charmante. Ce petit détail banlieusard qui nous donnait suffisamment confiance pour avoir un accès d'urgence à leur maison. Maintenant, cela prouvait à quel point nous avions été bernés.
Ils nous avaient donné une clé de leur maison parce qu'ils avaient besoin que nous leur fassions entièrement confiance. Ils avaient besoin que nous soyons le genre de personnes qui prendraient un sac sans poser de questions, qui traverseraient la frontière avec sans éveiller de soupçons. Coupez le contact, mais laissez-le tourner, dit Belle doucement. Quoi? Éteins-le, mais sois prêt à sortir d'ici rapidement si besoin, précisa TL. Je ne sais pas dans quoi on s'embarque. J'ai fait ce qu'elle m'a demandé, les mains tremblant légèrement en retirant les clés du contact. Les enfants n'ont même pas bougé. Ils étaient inconscients, ce qui était sans doute mieux ainsi. Quoi qu'il arrive ensuite, ils n'avaient pas besoin de le voir. On est sortis de la voiture aussi silencieusement que possible. On avançait tous les deux comme si on désamorçait une bombe, ce qui, d'une certaine manière, je suppose que c'était le cas. Belle a ouvert le coffre et ce sac rouge est revenu, à la fois innocent et diabolique. Laisse-moi le porter, ai-je dit, mais elle le sortait déjà. C'est bon, a-t-elle murmuré. Finissons-en. Le chemin jusqu'à la porte d'entrée m'a semblé interminable. Chaque ombre me menaçait. Chaque bruit me faisait sursauter. Je m'attendais à voir des sirènes de police, des voitures banalisées ou des hommes en costume surgir de nulle part. Mais le quartier était calme, paisible, un simple mardi soir de banlieue où les gens normaux regardaient probablement la télévision ou aidaient leurs enfants. Devoirs ou activités banales des familles normales. Belle s'agenouilla près du faux rocher et sortit le double de la clé d'une main étonnamment ferme. Nous avions utilisé cette clé des dizaines de fois au fil des ans, nous laissant entrer pour des visites surprises, vérifiant la maison quand ils étaient absents, récupérant des objets oubliés. Cela avait toujours été un signe de notre proximité, de leur confiance. Maintenant, c'était comme une effraction. La porte d'entrée s'ouvrit avec son grincement familier, et Belle entra juste assez pour poser le sac. Dans l'entrée. Elle n'alluma aucune lumière. N'appela pas pour savoir s'il y avait quelqu'un. Ne laissa pas de mots ni d'explication. Elle posa simplement le sac de sport rouge sur le parquet, là où Martin s'attendait probablement à le trouver à leur retour de leur vol pour les retrouvailles. Ça y est, murmura-t-elle en reculant et en refermant la porte derrière elle. C'est fini. Nous retournâmes à la voiture en silence. Nous accélérâmes tous les deux. L'urgence remplaça la prudence dont nous avions fait preuve à l'allée. J'ai démarré le moteur avant même que Belle n'ait bouclé sa ceinture et nous avons quitté l'allée comme si notre vie en dépendait. Peut-être qu'ils l'ont fait. 3 pâtés de maison plus loin, le téléphone de Belle a sonné. L'afficheur affichait le nom de Martin et nous l'avons tous deux regardé comme un serpent venimeux. Réponds, ai-je dit. Fais comme si de rien n'était. Mais comment faire comme si de rien n'était quand rien ne sera plus jamais normal? Belle a pris une grande inspiration et a balayé l'écran pour accepter l'appel. On a déposé le sac, a-t-elle dit sans préambule, d'une voix froide et neutre. La prochaine fois, tu devrais peut-être le porter toi-même. Puis elle a raccroché. Je ne l'avais jamais autant aimé qu'à cet instant. Pas d'explication, pas d'accusation, pas de drame, juste une simple déclaration et une suggestion sur la façon dont ils pourraient gérer leur sale boulot à l'avenir. Le téléphone s'est remis à sonner immédiatement. Mais Belle l'a simplement éteint et l'a jeté dans le porte-gobelet entre nous. À la maison, ai-je demandé. À la maison, a-t-elle confirmé. Et pour la première fois en quelques heures, je croyais vraiment qu'on pourrait y arriver sain et sauf. 3 jours. C'est le temps qu'il leur a fallu pour débarquer chez nous, debout sur notre porche comme s'ils avaient le droit d'être là. Comme s'ils n'avaient pas essayé de nous transformer en trafiquants de drogue internationaux. Comme s'ils n'avaient pas mis nos enfants, leurs propres petits-enfants, en danger avec leurs machinations tordues. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café quand j'ai entendu la sonnette, suivi immédiatement par ce genre de coups insistants qui signifiait que la personne dehors n'avait pas l'intention de partir discrètement. Par la fenêtre, j'ai vu la berline argentée de Martin garée dans notre allée, et mon estomac s'est noué. Brie, ai-je appelé vers le salon où elle aidait Zoé à faire ses devoirs de maths. Ils sont là. Je l'ai vu se figer à mi-chemin de la feuille de travail et, pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle allait faire comme si on n'était pas là. Les enfants étaient tous dans le salon. Mika était affalée sur le canapé en train de lire. Lévi construisait quelque chose d'élaboré avec son Delego. Zoé se concentrait sur les tables de multiplication comme si elle détenait les secrets de l'univers. Des trucs d'enfants normaux. Des trucs d'enfants sans danger. On frappa à nouveau, plus insistant cette fois. Et j'entendis la voix de Martin à travers la porte. On sait que vous êtes rentrés.
On vit les voitures dans l'allée. C'est là que j'ai compris qu'on ne pouvait pas se cacher. Quelle que soit la confrontation à venir, elle allait avoir lieu, qu'on le veuille ou non. Mais je serais damné si ça devait arriver devant nos enfants. Belle devait penser la même chose, car elle se leva lentement, le visage figé dans cette expression déterminée que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. C'était le même regard qu'elle avait quand elle devait licencier quelqu'un au travail ou affronter un parent agressif lors d'une réunion scolaire. Ce regard qui disait qu'elle était terrifiée mais qu'elle ne reculerait pas. « Les enfants, restez où vous êtes », dit-elle calmement. « Ne venez pas à la porte d'entrée, d'accord ? Maman et papa ont juste besoin de parler à grand-mère et grand-père de choses d'adultes. » Mika leva les yeux de son livre, son radar d'enfant de 10 ans percevant immédiatement la tension dans la pièce. « Tout va bien ? » « Tout va bien, mon pote, » dis-je en espérant que ma voix paraisse plus assurée que je ne l'étais. « Surveille juste ton frère et ta sœur quelques minutes. » Belle se dirigea vers la porte d'entrée et s'arrêta, la main sur le verrou. Je la vis respirer profondément, se ressaisissant en prévision de ce qui allait se passer. Puis elle déverrouilla la porte, sortit sur le porche et la referma fermement derrière elle. Je la suivis dehors, m'assurant que la porte était bien fermée. La dernière chose que je voulais, c'était que les enfants entendent ce qui allait se passer. Martin et Céleste se tenaient là, comme s'ils sortaient tout droit d'un catalogue hebdomadaire pour grands-parents inquiets. Martin en polo et pantalon kaki. Céleste dans sa tenue soigneusement coordonnée avec des perles qui coûtaient probablement plus cher que notre budget mensuel de course. Ils avaient l'air si normaux, si inoffensifs que, l'espace d'une seconde, je me suis presque demandé si nous n'avions pas tout imaginé. Puis Martin ouvrit la bouche. « À quoi bon ?» dit-il d'une voix si forte que j'appréhendais que les voisins l'entendent. « Tu as la moindre idée de ce que tu as fait. » L'audace de sa démarche me frappa comme un coup de poing. Voilà un homme qui avait utilisé notre famille comme passeur de drogue involontaire et il était furieux contre nous. Il faisait comme si c'était nous qui avions tout gâché. Ce que nous pensions, la voix de Belle était d'un calme mortel. Ce que nous pensions, c'était que nous ne voulions pas aller en prison pour quelque chose qui nous était étranger. Céleste s'avança avec cette fausse inquiétude qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. « Chérie, tu dramatises. Ce n'était pas si grave. Nous avions juste besoin d'un peu d'aide pour faire passer certaines choses de l'autre côté de la frontière. Il y a des choses que je ne pouvais plus taire. Certaines sont complètement folles. » Baisse la voix, siffla Martin en jetant un coup d'œil aux maisons avoisinantes. « Tu veux que toute la rue entende ? » C'est là que j'ai vraiment compris. Même maintenant, même après tout ça, ils se souciaient plus des apparences que de ce qu'ils avaient fait. Ils craignaient plus que les voisins puissent entendre que d'avoir mis 3 enfants innocents en danger. « Tu as utilisé nos enfants, » dit Belle, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Tu les as rendus complices de cette opération illégale que tu mènes. Tu les as impliqués dans ton crime. »« Crime » est un mot fort, dit Céleste en agitant la main d'un air dédaigneux. « Ce n'est pas comme si on faisait du mal à quelqu'un. » J'ai vu le visage de ma femme changer à cet instant. La sympathie ou la loyauté familiale à laquelle elle pouvait s'accrocher s'est complètement évaporée. Ses parents n'étaient pas désolés. Ils n'avaient pas honte. Ils étaient contrariés que leur plan n'ait pas fonctionné. « Dégage de chez moi », dit Réel. Martin commença à dire autre chose, mais elle le coupa. « Non, tu n'as plus le droit de parler. Tu n'as plus le droit d'expliquer, de justifier ou de minimiser ce que tu as fait. Tu as risqué la vie de mes enfants, et tu restes là à faire comme si c'était nous le problème. » Elle s'approcha d'eux, et je ne l'avais jamais vue aussi féroce ni aussi déterminée. « Tu veux savoir où est le problème ? Le problème, c'est que si on s'était fait prendre à ce poste frontière, ces enfants auraient vu leurs parents se faire arrêter. Ils auraient été placés en famille d'accueil pendant que nous étions dans une cellule de prison canadienne. Ils auraient grandi en pensant que leurs parents étaient des criminels. » Céleste essaya une fois de plus. « Tu exagères. Tu as toujours été trop susceptible sur tout. C'est mal de dire ça. Tu as risqué tes petits-enfants, » dit Belle, chaque mot tombant comme un coup de massue. « C'est fini. » Elle se tourna vers la porte, mais Martin la saisit par le bras. « Tu finiras par changer d'avis, » dit-il. « Comme toujours. Attendez quelques semaines et vous vous souviendrez que la famille est censée rester unie. » Belle baissa les yeux sur sa main posée sur son bras, puis leva les yeux vers son visage. « Lâche-moi maintenant. » Il l'avait fait, mais le mal était fait. Cette emprise,
cette supposition qu'il pouvait la contrôler physiquement comme il la manipulait émotionnellement depuis des années. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. « Tu n'es plus la bienvenue ici, dit-elle. N'appelle pas. Ne viens pas nous voir. N'envoie pas de cartes ni de cadeaux aux enfants. C'est fini. » Le visage de Céleste passa par environ 6 émotions différentes en l'espace de 2 secondes, pour finalement s'arrêter sur ce regard froid et calculateur que je l'avais vu utiliser quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. « Ces enfants ont besoin de leurs grands-parents, dit-elle. On ne peut pas les éloigner de nous indéfiniment. Regarde-moi, dit Belle en rentrant dans la maison. Je la suivis, et le bruit de la porte qui se refermait derrière nous me sembla la chose la plus définitive que j'ai jamais entendue. Par la fenêtre, je regardais Martin et Céleste attendre encore 1 minute sur notre porche, attendant probablement de voir si. Mon téléphone était en mode silencieux, mais je le voyais s'allumer sur la table à côté de mon ordinateur portable. Premier appel, deuxième appel, troisième appel, tous de Belle. C'était notre signal d'urgence. Si l'un de nous appelait 3 fois de suite, cela signifiait tout laisser tomber et répondre à ce foutu téléphone. Je me suis excusé de la réunion et suis entré dans le couloir, le cœur battant déjà. Belle ne paniquait jamais. C'était la personne calme de la famille, celle qui gérait les crises avec ce calme inébranlable qui m'avait fait tomber amoureux d'elle. Si elle appelait 3 fois de suite, il y avait un sérieux problème. Que se passe-t-il, demandai-je dès que je décrochai. Ils emmenèrent les enfants. Sa voix tremblait, à peine maîtrisée. Martin et Céleste allèrent les chercher à l'école. Les professeurs pensaient que c'était OK, parce que j'étais censé appeler à l'avance pour dire que c'était bon. Le monde s'est arrêté de tourner pendant 1 seconde. Juste complètement arrêté. J'avais l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans le ventre, suivi d'un coup de masse sur la tête. Comment ça, ils les ont emmenés? Comment ça, ils ont fait? Je suis en route pour chez eux, interrompit Belle. Tu peux me retrouver là-bas. Je suis déjà en train de déménager, dis-je en attrapant ma veste et en me dirigeant vers l'ascenseur. Tu as appelé l'école? Tu as appelé la police? J'ai d'abord appelé l'école. Madame Henderson m'a dit qu'une femme avait appelé vers midi en se faisant passer pour moi. Elle m'a dit qu'il y avait une urgence familiale et que les grands-parents des enfants viendraient les chercher. Elle leur a donné l'autorisation de libérer les 3 enfants. Je courais dans le parking, mes clés en main. C'est impossible. L'école a des protocoles. Ils sont censés vérifier. Cette femme savait des choses, a dit Belle, et j'entendais le moteur de sa voiture en arrière-plan. Elle connaissait les 2e prénoms des enfants, savait que Lévi avait des problèmes avec ses lacets, savait que Zoé avait perdu une dans la semaine dernière. Apparemment, elle me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Céleste, cette manipulatrice, avait probablement pris des notes chaque fois que Belle parlait des enfants lors des appels familiaux, emmagasinant des petits détails pour ce genre de situation. Le trajet jusqu'à la maison de Martin et Céleste a été les 20 minutes les plus longues de ma vie. Je n'arrêtais pas d'imaginer les pires scénarios. Et s'ils n'étaient pas là? Et s'ils avaient emmené les enfants ailleurs? Et si cela faisait partie d'un plan plus vaste dont nous ignorions l'existence? Ces gens avaient déjà prouvé qu'ils étaient prêts à utiliser des enfants comme couverture pour des activités illégales. De quoi étaient-ils capables d'autre? J'ai devancé Belle d'environ 3 minutes, et dès que je suis arrivé dans l'allée, j'ai entendu. Des enfants riaient, de la musique, le bruit de ce qui ressemblait clairement à une fête. Quand la voiture de Belle s'est arrêtée dans un crissement de pneus derrière la mienne, son visage exprimait une fureur pure. Nous n'avons même pas parlé, nous sommes allés droit vers la porte d'entrée ensemble, comme si nous allions prendre d'assaut un château. Je n'ai pas pris la peine de frapper. La porte n'était pas verrouillée, probablement parce qu'il nous attendait. Et ce que j'ai vu en entrant a fait monter ma tension artérielle si haut que j'ai cru faire un AVC, juste là, dans l'entrée. Le salon avait été transformé en une sorte de fête foraine. Des ballons partout, des banderoles suspendues au plafond, une table pliante recouverte de gâteaux et de bonbons, et assez de sucre pour plonger une petite armée d'enfants dans le coma. Il y avait des jouets neufs éparpillés sur le sol, des trucs qui avaient l'air chers et qui coûtaient probablement plus cher que nos cadeaux de Noël. Et au milieu de tout ça, il y avait nos enfants, le visage couvert de glaçage, les yeux brillants de cette excitation débordante qui naît d'un excès de sucre et de cadeaux. Ils avaient l'air heureux. Vraiment heureux, d'une manière qui rendait la situation encore plus tordue et injustifiée. Papa, Lévi est arrivé en courant, le visage couvert de gâteaux au chocolat.
Regarde ce que grand-mère et grand-père m'ont offert. Il a brandi une sorte de robot qui devait coûter 200 $. Mika a levé les yeux du nouveau jeu vidéo auquel il jouait, et pendant une seconde, j'ai vu la confusion se lire sur son visage. Il était assez grand pour sentir que quelque chose clochait, même s'il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Maman a dit qu'on pouvait venir ici après l'école, a annoncé Zoé, la bouche pleine de ce qui ressemblait à de la barbe à papa. Elle a dit que c'était une journée surprise spéciale. C'est là que j'ai compris exactement ce que Martin et Céleste faisaient. Il ne s'agissait pas seulement de quelque chose. Voir les petits-enfants. C'était une guerre psychologique. Ils essayaient d'acheter la loyauté des enfants pour créer un souvenir si positif et excitant qu'ils commenceraient à nous pousser à venir plus souvent. On s'en va, dit Belle, sa voix tranchant l'ambiance festive comme un couteau. Mais maman, soupira Zoé, on vient d'arriver et regarde toutes ces choses géniales. Céleste est apparue de la cuisine avec une autre assiette de gâteau, arborant ce doux sourire de grand-mère que je savais maintenant complètement faux. Oh, super. Tu as réussi. Je disais juste aux enfants combien ils nous ont manqué. Tu es allé les chercher à l'école sans permission, dis-je en essayant de garder une voix calme pour le bien des enfants. Tu t'es fait passer pour ma femme et tu as menti à leur professeur. On voulait juste passer du bon temps avec nos petits-enfants, dit Martin en sortant de ce qui ressemblait à un garage avec un autre sac de jouets. Est-ce vraiment si terrible? Oui, j'avais envie de crier. Oui, c'est terrible quand on le fait en mentant, en manipulant et en traumatisant le personnel scolaire qui pensait aider une famille en crise. Mais les enfants regardaient et je voyais la confusion se lire sur leur visage. Ils ne comprenaient pas pourquoi leurs parents étaient méchants avec les grands-parents qui venaient de leur organiser la meilleure fête improvisée de leur vie. Allez, les gars, dit Belle, la voix en jouet. On rentre? On peut prendre les jouets, demanda Lévi avec espoir. J'avais envie de dire non. Je voulais laisser chaque cadeau derrière moi comme un message, on ne s'achète pas le pardon avec des robots électriques et du gâteau au chocolat. Mais en voyant l'excitation de mon fils de 5 ans, je n'ai pas eu le cœur de le punir pour la manipulation de ses grands-parents. Bien sûr, mon pote, dis-je. Prends tes affaires. Alors que nous faisions monter les enfants dans la voiture, les bras chargés de jouets qu'ils n'avaient pas demandé et dont ils n'avaient pas besoin, Céleste se pencha vers Belle et dit doucement, ils reviendront. Tu sais, les enfants se souviennent toujours de ceux qui les ont fait se sentir spéciaux. La menace était si subtile que les enfants ne l'ont pas du tout perçue, mais j'ai tout entendu. Et à la façon dont Belle serrait la mâchoire, je savais qu'elle aussi. Nous rentrâmes en silence, la banquette arrière pleine d'enfants comparant leurs nouveaux trésors et demandant quand ils pourraient revoir grand-père et grand-mère. Chaque question était comme un petit coup de poignard dans la poitrine. Car le pire, ce n'était pas que Martin et Céleste aient emmené nos enfants sans leur permission. Le pire, c'était que tout s'était passé exactement comme prévu. Ce soir-là, après avoir lavé et nourri les enfants et les avoir enfin calmés de leur ivresse, Belle et moi étions assis au bord du lit, à nous regarder, comme si nous regardions des étrangers. La maison semblait différente, comme si les murs eux-mêmes avaient été contaminés par ce qui s'était passé, comme si nous n'étions plus en sécurité chez nous. Il faut qu'on parte, dit-elle doucement, d'une voix si calme qu'elle en était presque effrayante. Ça ne va pas s'arrêter. Tu sais que ça ne va pas s'arrêter. Je l'ignorais. C'est ce qui a rendu ces mots si percutants. Martin et Céleste venaient de prouver qu'ils étaient prêts à franchir toutes les limites, à enfreindre toutes les règles, à transgresser toutes les frontières pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et ce qu'ils voulaient, c'était le contrôle de notre famille, le contrôle de nos enfants. La mutation, ai-je dit, et elle a immédiatement hoché la tête. Mon entreprise essayait de me faire déménager dans leur bureau de Caroline du Nord depuis près de 2 ans. Un meilleur poste, un meilleur salaire, la possibilité de diriger une nouvelle division. J'avais toujours trouvé des excuses pour refuser. Les enfants étaient bien installés ici. Nous adorions notre maison. Belle avait un bon travail. Elle ne voulait pas partir. Mais maintenant, assise dans cette chambre, l'écho des menaces de Céleste résonnait encore dans mes oreilles. La Caroline du Nord sonnait comme la terre promise. Mon cousin Jake est là-bas, ai-je dit en réfléchissant à voix haute. Sa femme Sarah, leurs 2 filles, il nous supplie de venir leur rendre visite depuis des années. Une vraie famille, a dit Belle, avec une pointe de nostalgie dans sa voix. Des gens qui se soucient vraiment du bien des enfants, pas seulement de ce qu'ils peuvent en tirer. Jake et moi avions grandi ensemble, plus comme des frères que des cousins. Ses parents avaient été là pour moi à la mort de mon père,
m'avait aidé à payer mes études quand j'étais à court d'argent. Il comprenait la différence entre aider sa famille et encourager les mauvais comportements. Il se demanderait probablement, en voyant la situation de Martin et Céleste, pourquoi nous l'avions supporté aussi longtemps. L'année scolaire se termine dans 6 semaines, continua Belle, la voix de plus en plus forte à mesure qu'elle réglait les détails logistiques. Si on fait ça, autant le faire pendant l'été. Laissons les enfants s'adapter avant qu'ils ne changent d'école. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir mes contacts, à la recherche du numéro de mon patron. J'appelle Henderson demain matin à la première heure. Si cette mutation est toujours disponible, je la prends. Et mon travail, demanda Réal. Tu peux trouver un autre travail. Un meilleur travail probablement, mais on ne trouve pas de nouvelles familles pour nos enfants. Celles qu'ils ont actuellement ne travaillent pas, nous sommes restés debout jusqu'à presque 2 heures du matin à faire des listes, à planifier des échéances, à réfléchir à comment bouleverser nos vies sans traumatiser les enfants plus qu'ils ne l'avaient déjà été. Nous avons discuté des meubles à vendre, des amis avec qui rester en contact, de la façon d'expliquer à 3 enfants désemparés pourquoi ils quittaient le seul foyer qu'ils aient jamais connu. Mais nous n'avons pas parlé d'annoncer la nouvelle à Martin et Céleste. Nous n'avons pas parlé de dire au revoir, de tourner la page, ni de ce drame familial. Nous en avions fini avec tout ça. On disparaît, c'est tout, a dit Belle quand j'ai abordé le sujet. Pas d'adresse de réexpédition, pas d'appel téléphonique, pas d'explication. Ils ont fait leur choix en mettant nos enfants en danger. Maintenant, c'est nous qui faisons le nôtre. Le lendemain matin, j'ai appelé mon patron avant même d'avoir fini mon premier café. Henderson était ravi. Apparemment, ils avaient gardé ce poste vacant plus longtemps que prévu, espérant que je changerais d'avis. Quand pouvez-vous commencer, a-t-il demandé. Et le 1er juillet, ai-je demandé. Ça me laisse 6 semaines pour tout régler et déménager. C'est fait. Je vais demander au RH de t'envoyer le dossier de déménagement aujourd'hui. Comme ça, on avait une échappatoire. Les enfants ont mieux pris la nouvelle que je ne l'aurais cru. Michael était inquiet de quitter ses amis. Mais quand je lui ai montré des photos du quartier de Gec, des rues bordées d'arbres, d'une piscine communautaire, d'une piste cyclable qui s'étendait sur des kilomètres à travers de vraies forêts, il a commencé à s'enthousiasmer. Zoé se demandait surtout s'il y aurait de bons glaciers près de notre nouvelle maison. Lévi voulait juste savoir s'il pouvait amener ses dinosaures en peluche. Bien sûr, tu peux amener Monsieur Stégosaure, Belle, qui lui ébouriffait les cheveux. C'est de la famille. On n'a pas fait d'annonce sur les réseaux sociaux. On n'a pas envoyé de carte de changement d'adresse. On n'a même pas prévenu la plupart de nos voisins qu'on partait avant que le camion de déménagement n'arrive dans notre allée. Nous avons vendu la maison à la première offre intéressante, même si elle était probablement $20 000 de moins que ce que nous aurions pu obtenir si nous avions attendu. L'argent n'était plus le principal objectif. La liberté était primordiale. Jake et Sarah sont venus nous aider à charger le camion, emmenant leur fille avec eux pour divertir nos enfants. C'était la première fois depuis des mois que je voyais une joie sincère et simple sur le visage de mes enfants. Pas de manipulation, pas d'intention cachée, juste des cousins heureux de se revoir. Tu fais ce qu'il faut, m'a dit Jake tandis que nous transportions le canapé jusqu'au camion. La famille ne devrait pas te donner l'impression de marcher sur des œufs tout le temps. Comment le savais-tu, ai-je demandé. Parce que je te connais, a-t-il dit. Et je ne t'ai jamais vu aussi stressé que lors de cet appel téléphonique où tu m'as raconté ce qui s'était passé. Une vraie famille ne fait pas ça entre eux. Le trajet vers le sud a duré 2 jours, avec des arrêts dans des restaurants adaptés aux enfants et une nuit dans un hôtel avec piscine, ce qui a valu à Lévi de déclarer que ce furent les meilleures vacances de sa vie. Nous avons traversé les terres agricoles de Virginie et les montagnes de Caroline du Nord, observant le paysage passer de l'étalement urbain à un paysage plus sauvage et plus ouvert. Lorsque nous sommes enfin arrivés dans l'allée de notre nouvelle maison, une maison de style ranch avec un grand jardin et une balançoire en pneus que les anciens propriétaires avaient laissé derrière eux, les enfants ont commencé à applaudir. Non pas parce que la maison était particulièrement luxueuse ou impressionnante, mais parce que c'était comme un nouveau départ. C'est à nous, a demandé Zoé en courant dans le salon vide. C'est à nous, a confirmé Belf. Ce soir-là, nous avons commandé une pizza et l'avons mangée assis par terre dans notre nouvelle maison pendant que les enfants exploraient chaque pièce, chaque placard et chaque recoin. Mon téléphone a sonné une seule fois. Un numéro inconnu que j'ai laissé tomber sur la messagerie. Quand j'ai vérifié plus tard, la voix de Céleste a rempli le silence. On sait que tu as déménagé.
Ce n'est pas fini. J'ai supprimé le message sans que Belle l'entende. Puis j'ai bloqué le numéro. Pour la première fois depuis des mois, nous avons tous dormi toute la nuit sans que personne ne se réveille anxieux ou effrayé. Le silence était incroyable. Pas de circulation urbaine, pas de sirène, juste le bruit du vent dans les pins et le chant lointain des oiseaux de nuit. Nous n'avions pas disparu, ai-je réalisé alors que j'étais allongé dans cette chambre inconnue, écoutant ma famille respirer paisiblement autour de moi. Nous nous sommes échappés. 6 mois. Voilà le temps que nous avons eu de silence pur et bienheureux. 6 mois de dîners de famille normaux où personne ne marchait sur des œufs. 6 mois de barbecue le week-end avec Jake et Sarah où le seul drame était de savoir si les hamburgers étaient assez cuits. 6 mois à voir nos enfants s'épanouir d'une manière dont je n'avais même pas réalisé qu'ils avaient été freinés auparavant. Mika avait rejoint le club de robotique de l'école et parlait déjà du camp d'ingénieurs l'été prochain. Zoé s'était fait 3 meilleurs amis et avait découvert qu'elle était apparemment douée pour le football. Lévi s'épanouissait à la maternelle, rentrant chaque jour à la maison avec des histoires sur son institutrice, Madame Rodriguez, qui leur lisait des livres et leur apprenait des chansons espagnoles. Belle avait trouvé un emploi dans une agence de marketing qui appréciait son souci du détail au lieu de le considérer comme un défaut. Elle dormait mieux, riait davantage et avait arrêté de consulter son téléphone toutes les 5 minutes comme si elle attendait une mauvaise nouvelle. Je m'étais installé dans mon nouveau poste et on parlait déjà de moi pour une autre promotion. Le travail était stimulant, dans le bon sens du terme, et mes nouveaux collègues étaient du genre à boire des bières après le travail pour fêter leur succès au lieu de bavarder sur les intrigues de bureau. La vie était belle. Vraiment, vraiment belle, comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Puis, l'ordinateur portable de Belle a sonné avec une nouvelle notification de mail alors qu'elle aidait Lévi à faire ses devoirs de lecture. Urgence, veuillez lire, était l'objet du message, et il venait de Tessa. J'ai vu le visage de ma femme changer en le lisant. Elle vit ses joues se vider de leur couleur, comme si on venait de lui annoncer que la maison brûlait. Elle jeta un coup d'œil aux enfants, absorbés par leur routine du soir, puis croisa mon regard et désigna notre chambre d'un signe de tête. « Qu'est-ce qu'il y a » demandai-je dès que nous fûmes hors de portée de voix. Elle me tendit l'ordinateur portable sans un mot. Le courriel était long, frénétique, rempli d'un langage désespéré qui, selon Tessa, nous pousserait probablement à répondre, mais les faits étaient simples et accablants. Martin et Céleste avaient été arrêtés, non pas pour un délit mineur ou un malentendu, mais pour tentative de contrebande, possession avec intention de redistribuer. Apparemment, ils avaient retenté leur coup du petit sac de sport rouge. Sauf que cette fois, ils n'avaient aucun membre innocent de leur famille pour transporter leur contrebande à la frontière. D'après le récit haletant de Tessa, ils avaient été arrêtés à un poste frontière de routine, à leur retour du Canada. La voiture avait été fouillée. De la drogue avait été trouvée, et tous deux étaient maintenant en détention fédérale en attendant leur procès. Mon Dieu, murmurai-je en parcourant le courriel. Ils se sont vraiment fait prendre. Le reste du message de Tessa était un véritable cours de manipulation émotionnelle. Elle expliquait pendant des paragraphes que tout cela n'était qu'un malentendu, que maman et papa essayaient juste d'aider un ami, qu'ils n'avaient jamais rien fait de tel auparavant. Elle les présentait comme des victimes des circonstances qui avaient commis une petite erreur et qui subissaient maintenant le poids d'une justice injuste. Mais le véritable objectif du courriel résidait dans les derniers paragraphes. Tessa avait besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Frais d'avocat, caution, témoins experts. La défense allait coûter plus de 50 000 $. Et la famille devait se mobiliser pour l'aider. Elle veut que nous contribuions à leur fonds de défense juridique. Dit Belle doucement. Bien sûr qu'elle le fait. Je continuais à lire et le message devenait de plus en plus inquiétant à chaque phrase. Tessa avait déjà créé une page GoFundMe. Elle avait contacté tous les proches auxquels elle pouvait penser, aussi éloignés soient-ils. Elle préparait des collectes de fonds et organisait une campagne de lettres aux juges. Et elle attendait de nous que nous y participions. Elle attendait de nous que nous oublions tout ce qui s'était passé, que nous ignorions que Martin et Céleste avaient tenté d'utiliser nos enfants comme complices d'un trafic de drogue et que nous ouvrions nos portefeuilles pour les aider à éviter les conséquences de leurs propres actes. Elle ne s'excuse même pas, dit Belle, la voix devenant plus dure. Pas une seule fois dans ce courriel, elle ne reconnaît ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils ont fait subir à nos enfants. Elle avait raison. Le courriel était rempli d'excuses, de justifications et de demandes d'argent, mais nulle part dans ces paragraphes décousus, Tessa n'exprimait le moindre regret pour ce que ses parents avaient tenté de faire à notre famille. Au contraire,
Elle semblait penser que nous étions mesquins de garder rancune pendant une crise familiale. Regardez ce passage, dis-je en désignant un passage vers la fin. Je sais qu'il y a eu des malentendus entre nous, mais c'est plus grave que n'importe quel conflit personnel. C'est une question de loyauté familiale, alors que c'est vraiment important. Des malentendus. C'est comme ça qu'elle appelait ça. Comme si on avait eu un léger désaccord sur nos projets de vacances. Pas comme si ses parents avaient failli nous détruire la vie. Belle s'est assise au bord de notre lit et a fixé l'écran de l'ordinateur pendant un long moment. Je la voyais analyser tout ça, gérer ses émotions, les implications et la décision qu'elle allait devoir prendre. Vous savez le pire? Elle a finalement dit. Quoi? Il y a 6 mois, je me serais senti coupable. J'aurais passé des jours à me demander si on devait les aider, si les interrompre étaient trop durs, si les obligations familiales nous obligeaient à les soutenir même après tout ce qu'ils avaient fait. Elle a refermé l'ordinateur avec un léger clic. Mais je ne me sens pas coupable, pas même un tout petit peu. Et ça me dit qu'on a fait le bon choix. Je l'ai regardé se diriger vers l'ordinateur, le rouvrir et commencer à taper une réponse. C'était court. Direct et d'une simplicité absolument dévastatrice. Je suis venu une fois. Je ne recommencerai pas à envoyer. C'est tout. J'ai demandé. C'est tout, dit-elle. Aucune explication, aucune justification, aucune excuse. Ils savent ce qu'ils ont fait. Tessa sait ce qu'ils ont fait. S'ils veulent faire comme si tout cela n'était qu'un gros malentendu, ils peuvent le faire sans notre argent. Son téléphone s'est mis à sonner presque immédiatement. Tessa appelait, ayant probablement vu la réponse par courriel et prête à se lancer dans une offensive culpabilisante. Belle regarda l'écran, puis me regarda. Dois-je répondre? Tu veux? Elle y réfléchit exactement 3 secondes, puis déclina l'appel et bloqua le numéro. Voilà, dit-elle. Maintenant, c'est vraiment fini. Le téléphone sonna 2 fois de plus ce soir-là. Des numéros différents que nous ne reconnaissions pas, mais nous les laissâmes tous tomber sur la messagerie. Quoi que Tessa veuille dire, quels que soient ses arguments, ses supplications ou ses menaces, nous n'étions pas intéressés. Plus tard dans la soirée, une fois les enfants endormis, nous nous sommes assis sur notre porche à écouter les grillons et à regarder les lucioles danser dans le jardin. C'était paisible, presque magique après le chaos que nous avions laissé derrière nous. Tu crois qu'ils iront vraiment en prison? Demanda Réalel. Probablement, répondis-je. Les accusations fédérales pour trafic de drogue ne sont pas le genre de choses qu'on laisse de côté comme ça, surtout quand on est pris en flagrant délit à un poste frontière. Bien, dit-elle. Et il n'y avait pas une once d'incertitude dans sa voix. Et vous savez quoi? J'étais entièrement d'accord avec elle pendant des années. C'est ce que Martin et Céleste a obtenu lorsque le juge a finalement exprimé ses peines. Pas la vie, pas les décennies que certaines personnes servent au trafic de drogue, mais assez longtemps pour qu'ils aient beaucoup de temps pour s'asseoir dans leurs cellules et réfléchir aux choix qui les ont conduits. S'il s'agissait du genre de personnes qui ont fait ce genre de choses, ce qui, honnêtement, j'en doute. Nous avons découvert Jake, qu'il avait entendu de sa mère, qui avait apparemment vu quelque chose sur Facebook publié par l'un des parents éloignés de Belle. La nouvelle nous est venue en 3e main et a filtré des personnes qui se souciaient de notre bien-être, ce qui semblait exactement bien. Nous ne faisions plus partie de ce monde, nous n'étions pas investis dans le drame et les retombées et la politique familiale qui suivrait inévitablement. Comment vous en pensez-vous? Belle m'a demandé cette nuit-là après que les enfants étaient au lit. Nous étions à nouveau assis sur notre porche arrière, un endroit qui était devenu notre sanctuaire pour traiter les gros trucs loin des petites oreilles. Satisfait, je suppose, dis-je, surpris par le calme que je me sentais calme pour le tout. Comme la justice a travaillé pour une fois et c'était vrai. Il n'y avait aucune partie de moi qui était désolée pour eux. Aucune voix minuscule chuchotant que nous aurions peut-être dû aider avec leurs frais juridiques ou leurs lettres de référence de personnages écrites ou faire les choses que les familles normales pourraient faire lorsque leurs proches ont eu des ennuis. Martin et Céleste avaient fait leur choix et maintenant ils vivaient avec les conséquences. C'était en fait rafraîchissant à quel point tout cela était simple. Pendant ce temps, nous avons construit quelque